Alors, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au cours États-Unis-Brésil, rôle mondial, donc au rôle mondial des États-Unis et du Brésil. Alors, pour commencer l'introduction, on pourrait parler des difficultés politiques rencontrées par Trump et Michel Ternier au Brésil. Ces deux présidents ont fait l'objet d'une attention médiatique forte, ce qui montre par défaut l'importance du Brésil et des États-Unis sur la scène internationale qui font de ces deux pays des puissances politiques et culturelles majeures puisque les médias internationaux s'y intéressent. Cependant, il y a une différence de couverture médiatique entre la couverture médiatique de Trump aux États-Unis et la couverture médiatique de Michel Ternier au Brésil, beaucoup moins développée. Effectivement, les États-Unis sont une puissance mondiale, une hyperpuissance, selon le ministre des Affaires étrangères français de 1999, Hubert Védrine, tandis que le Brésil est une puissance régionale avant tout. Donc la puissance, c'est la capacité d'un État de rayonner en dehors de son territoire. Donc on peut se demander dans quelle mesure on peut comparer le rôle mondial des États-Unis et du Brésil. Donc on l'étudiera dans un plan thématique. On comparera la puissance brésilienne et américaine sur un plan politique, puis sur un plan économique, et pour finir, nous ferons une comparaison sur un plan culturel. Alors, première partie, dans le domaine politique, on a là une hyperpuissance, l'hyperpuissance des États-Unis, face à une puissance politique brésilienne qui est beaucoup plus régionale. Pourquoi les États-Unis sont une hyperpuissance ? C'est une hyperpuissance parce que c'est une puissance politique et militaire qui est mondiale. En effet, vous avez un politicien américain, Joseph Nye, qui a défini la puissance selon deux aspects, ce qu'on appelle le hard power, le pouvoir de contrainte, et le soft power, le pouvoir doux, le pouvoir de séduction. Dans le domaine du hard power, les États-Unis sont une puissance sans commune mesure. D'abord, c'est une puissance diplomatique mondiale, puisque ce sont les premiers contributeurs à l'ONU. C'est aux États-Unis qu'on trouve le siège de l'ONU. Ce sont les premiers contributeurs au FMI et à la Banque mondiale. Et depuis 1945, les États-Unis jouent un rôle majeur dans la résolution des conflits, encore plus depuis la fin de la guerre froide en 1991, où les États-Unis se sont imposés comme les gendarmes du monde. Donc le rôle diplomatique des États-Unis est absolument édifiant. Par ailleurs, ils ont une puissance militaire qui est là encore sans comparaison, et on peut faire un schéma sur la puissance militaire américaine. C'est la première armée du monde et le budget de la défense militaire américaine dépasse l'ensemble des budgets des autres armées mondiales. Ils ont des bases maritimes sur tous les continents et sur tous les océans, ainsi que des bases aériennes sur tous les continents et aussi sur tous les océans. Ils ont une surveillance satellite qui est là encore et mondiale, leur permettant de couvrir tous les continents. Et enfin, ils ont mis en place des alliances militaires qui leur permettent d'avoir, encore une fois, une capacité de projection mondiale. La grande alliance militaire à laquelle qu'ils ont contribué à créer est l'OTAN, qui a été créée en 1949, au départ pour lutter contre l'URSS, et qui continue à exister aujourd'hui et à s'étendre. Cette puissance diplomatique et militaire fait que les États-Unis interviennent dans de nombreux conflits ou sont à l'origine de nombreux conflits. Alors là, il faudrait que vous citiez les interventions américaines dans des nombreux conflits du Moyen-Orient. Mais vous pourriez aussi parler du rôle majeur que jouent les États-Unis pour tenter d'intervenir dans le conflit nord-coréen. Ce sont les États-Unis qui sont à l'origine de sanctions contre la Corée du Nord, décidées à l'ONU en août 2017 et imposées à la Chine. Face à ce géant diplomatique, le Brésil est une puissance politique beaucoup plus limitée. On parlera pour le Brésil de puissance politique émergente. Alors, c'est une puissance politique émergente parce qu'elle est récente
et parce qu'elle a une influence encore régionale. On va d'abord montrer pourquoi c'est une grande puissance régionale. Le Brésil a un rayonnement sur l'Amérique latine qui est indéniable. Il s'est affirmé dans les années 90 avec la création en 1991 du Mercosur, ce marché commun latino-américain au sein duquel le Brésil jouit d'une position dominante. Par ailleurs, à l'intérieur même du continent américain, du continent sud-américain, si le Brésil est une grande puissance politique, elle participe aussi à des négociations de paix. Ça a été le cas en particulier pour les négociations de paix entre la Colombie et le Venezuela, même si aujourd'hui la situation vénézuélienne est particulièrement complexe et le Brésil est une voie limitée dans la gestion de cette crise, même si au sein du Mercosur, le Brésil a mis au banc le Venezuela pour non-respect des règles démocratiques. Cependant, le Brésil est une puissance émergente parce que c'est une puissance qui vise à devenir un leader des pays du Sud. C'est la présidence de Lula en 2003 qui a marqué le changement. Lula a voulu faire du Brésil une grande puissance des Suds, avec la participation au sommet des BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Ce sommet BRIC avait pour objectif de créer une puissance politique majeure pouvant contrebalancer les grandes puissances des Nord dans les négociations internationales. Et le Brésil a multiplié les partenariats avec différents pays du Sud, en particulier en Afrique, avec les pays lusophones que sont le Mozambique et l'Angola. Ces partenariats, le Brésil-Afrique, se sont traduits par la construction d'infrastructures, mais aussi des alliances politiques dans les négociations internationales. Enfin, cette position de leader du Sud dans la mondialisation a fait du Brésil un centre de l'altermondialisme avec l'organisation de forums altermondialistes dans son territoire, en particulier dans la ville de Porto Alegre. Cependant, si ces deux puissances ont de grandes différences, hyperpuissance, puissance régionale, elles ont comme point commun d'être politiquement toutes les deux très critiques. Alors, la critique des États-Unis est bien plus importante que celle consacrée au Brésil. Elle s'est affirmée à la fin des années 90 et en particulier dans la période 2001-2008 marquée par le gouvernement de George Bush. Et elle a été particulièrement focalisée au Moyen-Orient. À la suite des attentats des Tours Jumelles, George W. Bush, dans un discours, décrète qu'une certaine partie des États du monde font partie des rock states, des États voyous, et qu'il est le devoir des États-Unis de les mettre au pas, ou en tout cas de renverser ces régimes hostiles aux États-Unis. À la suite de ce discours, il y a eu de nombreuses manifestations populaires dans les grandes villes du Moyen-Orient contre l'oncle Sam, dans lesquelles on brûlait les drapeaux américains. Donc une contestation populaire au Moyen-Orient en particulier du pouvoir des États-Unis. Une contestation politique aussi, qui se fait jour en particulier avec la Russie, avec un risque de reprise de la guerre froide. Cette contestation politique s'est cristallisée lors de la crise ukrainienne, qui est devenue apparente en 2014 avec l'annexion de la Crimée par la Russie. Les États-Unis ont une position extrêmement ferme à l'égard de la Russie et la Russie estime que ce sont les États-Unis qui ont manipulé la démocratie ukrainienne pour faire en sorte de renverser un régime qui était pro-russe. Aujourd'hui, les relations avec la Russie sont extrêmement complexes puisque en 2017, Vladimir Poutine a renvoyé un grand nombre de diplomates américains de Russie, tandis que Donald Trump en décembre 2016 avait fait exactement la même chose à l'égard des diplomates russes. Les relations avec la Chine ne sont pas bien meilleures, puisque la stratégie chinoise dans le Pacifique de collier de perles est très mal vue
par Washington, et les armées chinoises, les marines chinoises et américaines se font face très régulièrement dans le Pacifique, et c'est un enjeu de domination de cet océan. Alors, le Brésil, bon, il n'a pas les mêmes critiques, mais il y a des critiques latino-américaines contre cet impérialisme brésilien, et c'est le cas en particulier en Bolivie. Mais surtout, le Brésil fait face à des difficultés politiques internes majeures depuis 2015, et la destitution de la présidente Dilma Rousseff pour des problèmes de corruption. Et le président actuel, Michel Temer, fait face lui aussi à de nombreuses manifestations et à un risque fort de destitution. Ces difficultés politiques se traduisent au Brésil par des difficultés économiques très importantes et nuisent à sa capacité de rayonnement international. Alors, nous avons vu dans cette première partie qu'on avait deux puissances politiques de rang différents. Nous allons voir dans une deuxième partie que ce sont deux puissances économiques majeures. Et c'est surtout dans le domaine économique qu'il est intéressant de les comparer, car ces deux puissances économiques construisent leur rayonnement sur les mêmes fondements, c'est-à-dire sur leur territoire et en particulier leurs ressources. Cependant, nous allons voir à nouveau que leur rayonnement est tout de même très différent. À nouveau, on a la puissance mondiale face à une puissance régionale. Alors, pourquoi peut-on dire puissance mondiale pour les États-Unis face à une puissance régionale? Eh bien, il faut s'appuyer sur des statistiques. Les États-Unis, c'est la première puissance économique mondiale, le premier PIB mondial, loin devant les autres pays. Tandis que le Brésil est la 7e puissance économique mondiale en 2016 pour son PIB. On est donc là parmi les toutes premières grandes puissances. Alors, quels sont les fondements de la puissance économique du Brésil et des États-Unis? Dans les deux cas, nous allons retrouver l'importance des matières premières et en particulier de l'agriculture. Ces deux États-continents sont considérés comme des géants agricoles ou des fermes du monde, c'est-à-dire des pays qui exportent beaucoup leurs matières premières agricoles. Ce sont les premiers producteurs dans de nombreux domaines de l'agriculture. C'est le cas pour le soja, pour le maïs, pour le lait de vache, pour les États-Unis. C'est le cas pour la canne à sucre, pour l'ananas, pour le café, pour le bœuf, pour le Brésil. Enfin, dans le domaine des matières premières, il ne faut évidemment pas oublier les ressources du sous-sol, minerais et hydrocarbures. Les deux pays sont deux gros producteurs d'hydrocarbures. Le Brésil est autosuffisant en pétrole. Les États-Unis ont des réserves stratégiques d'hydrocarbures importantes, en particulier dans les Rocheuses, au Texas, dans le golfe du Mexique. Il n'y a qu'à penser à la plateforme pétrolière de BP Deepwater Horizon qui a explosé en 2011. En termes de minerais, ce sont là encore des grands producteurs. Le Brésil est un grand producteur de fer et de nickel. Les États-Unis sont les premiers producteurs mondiaux de nickel et de potassium, par exemple. Encore une fois, vous pouvez penser, pour le minerai de fer, à la catastrophe minière du Minas Gerais, qui a eu lieu en novembre de l'année 2015. Alors, si ces deux États s'appuient sur leurs matières premières, ils s'appuient aussi sur leur industrie. Mais là, il faut faire une différence entre l'industrie des États-Unis et l'industrie du Brésil. L'industrie des États-Unis est beaucoup plus diversifiée que l'industrie brésilienne. Et les entreprises américaines ont une capacité d'innovation encore plus importante que les entreprises brésiliennes. C'est le cas en particulier pour l'aéronautique, pour l'agroalimentaire, pour les énergies, pour le secteur pharmaceutique. Les entreprises américaines sont présentes dans tous les domaines. Et là, on attendrait de vous que vous citiez plusieurs FTN américaines qui sont parmi les premières FTN mondiales. Dans le domaine du pétrole, vous pourriez citer Texaco, ExxonMobil. Dans le domaine de l'aéronautique, vous pourriez citer Boeing. Dans le domaine pharmaceutique, vous pourriez citer Colgate. Dans le domaine de l'agroalimentaire, vous pourriez citer Walmart. Bref, tout autant de FTN qui ont un rayonnement mondial. Le Brésil, lui, a développé quelques secteurs d'activité dans lesquels il est très avancé. C'est le cas pour les biocarburants. Le Brésil est le premier producteur mondial de biocarburants. C'est le cas pour la production de pétrole offshore, avec l'entreprise Petrobras, qui est
une entreprise de pointe pour la production de pétrole dans les océans profonds. Le Brésil a développé aussi le secteur de l'aéronautique avec l'aviation moyen courrier et son entreprise Embraer. Enfin, secteur classique mais essentiel à l'économie brésilienne qui est l'automobile est extrêmement développé puisque le Brésil est le 4e constructeur automobile mondial, ce qui ne veut pas dire que les entreprises automobiles qui construisent sont des entreprises brésiliennes. Par exemple, Renault est implanté au Brésil, mais la production de voitures Renault au Brésil rentre dans le calcul de la production automobile brésilienne. Enfin, ces deux États s'appuient sur leurs services pour leur rayonnement économique, mais là encore, il y a un déséquilibre extrêmement marqué entre le secteur des services états-unien et le secteur des services brésilien. La finance est clairement dominée par les États-Unis, puisque les bourses de New York et de Chicago ont les capitalisations boursières et les volumes d'échanges financiers les plus importants au monde. Le secteur des nouvelles technologies est dominé par des grandes entreprises américaines, Google, Facebook, Microsoft, Apple. Et dans le domaine des échanges, la puissance commerciale des États-Unis domine largement la puissance commerciale brésilienne, puisque les États-Unis sont les 3e exportateurs mondiaux, tandis que le Brésil est le 23e exportateur mondial. On voit donc que le Brésil est très dépendant des matières premières pour sa croissance économique, tandis que les États-Unis ont une économie beaucoup plus diversifiée, même si le Brésil a fortement développé son industrie. Et il faudrait, dans une 3e sous-partie de ce grand B, insister sur l'idée qu'aujourd'hui, le Brésil connaît des difficultés économiques majeures, ce qui l'empêche de soutenir la comparaison avec les États-Unis. La croissance du Brésil a été forte dans les années 2000 et c'est pour ça que le Brésil a été qualifié comme un pays émergent. Un pays émergent, c'est un pays qui a un fort PIB, une importante population et une croissance économique forte. Aujourd'hui, le Brésil a une croissance économique qui est très ralentie et le Brésil connaît des problèmes de développement importants qui fait que son IDH, c'est un IDH moyen autour de 0,7. Alors que les États-Unis, eux, depuis les années Obama, connaissent un retour de la croissance économique et ont aujourd'hui une économie solide. Alors enfin, dans une 3e partie, il faudrait s'intéresser au soft power des États-Unis et du Brésil, c'est-à-dire à leur capacité de séduire le reste du monde en insistant sur les dimensions culturelles de la puissance. Nous allons voir que les deux pays sont connus à l'étranger et le Brésil bénéficie à l'étranger d'une image très positive. Alors les États-Unis, encore une fois, dans un grand A, ce sont une superpuissance culturelle. Pourquoi ? Parce qu'ils dominent le marché de la fabrication des contenus culturels. 80% du marché mondial du film, 70% des programmes télévisés sont américains. Et même lorsque les programmes ne sont pas américains, ils sont souvent inspirés des programmes américains. Ainsi, le cinéma de Bollywood reprend très souvent les scénarios des grands succès hollywoodiens. Mais au-delà de cette production de produits culturels, depuis la fin de la Première Guerre mondiale, les États-Unis diffusent leurs valeurs par la diffusion de ce slogan, l'American Way of Life, qui est porté par leurs plus grandes firmes multinationales. Ça se traduit par quoi, cet American Way of Life ? Ça se traduit par une attractivité forte. C'est le premier pôle d'immigration mondiale, puisque 12% de la population des États-Unis est immigrée. Et cette immigration est un atout pour les États-Unis, puisqu'elle permet aux États-Unis de bénéficier d'un grand nombre, de faire venir un grand nombre de chercheurs dans le cadre de la fuite des cerveaux, dans le cadre du brain drain. Et c'est pour ça que les États-Unis ont le plus grand nombre de prix Nobel. Mais même l'immigration économique classique est un atout pour l'industrie américaine, car ça lui permet d'avoir une main-d'œuvre bon marché et concurrente vis-à-vis des pays voisins. Et c'est pourquoi l'agriculture californienne, aujourd'hui, est une agriculture extrêmement performante, car elle est pratiquée en grande partie par des migrants latinos et mexicains, qui sont bien souvent des migrants clandestins. Enfin, cette attractivité culturelle se traduit par le fait que les États-Unis sont la 3e puissance touristique mondiale.
ce qui témoigne à nouveau de son attractivité. Et enfin, les FTN américaines ont diffusé cette société de consommation de masse qui s'est répandue à l'échelle mondiale, symbolisée par quelques grands acteurs, Coca-Cola, McDonald's pour l'alimentation, par exemple. Le Brésil, lui, n'a pas le même impact mondial, mais il s'appuie sur les mêmes atouts pour développer sa puissance culturelle. En effet, le développement touristique du Brésil est fort, même s'il est beaucoup plus régional que le développement touristique américain, puisque les premiers visiteurs du Brésil sont des visiteurs argentins, selon des chiffres de 2011. Le Brésil a développé des événements sportifs mondiaux, Coupe du Monde, Jeux Olympiques, pour faire venir encore des visiteurs du monde entier. Le Brésil s'appuie aussi sur ses produits culturels, et en particulier sur sa télévision, à l'image des grandes firmes qu'est la firme Globo, qui diffuse des telenovelas dans le monde entier. C'est le cas de la telenovelas Avenida Brasil, qui est diffusée dans tout le continent latino-américain. Ce continent latino-américain est le premier acheteur de production culturelle brésilienne. Mais le Brésil en vend de plus en plus vers le reste du monde, car ses productions sont moins chères à l'achat que les productions américaines. C'est pourquoi les telenovelas connaissent un grand développement en Roumanie, en Russie, au Maghreb, mais aussi en Corée du Sud, par exemple. Enfin, la musique et la mode brésilienne sont largement diffusées depuis les années 60 et cette diffusion continue à s'accélérer et avoir un impact mondial. Donc en conclusion, une étude tableau des États-Unis et du Brésil sur leur rôle mondial nous montre que ce sont deux grandes puissances dans le domaine politique, dans le domaine économique, dans le domaine culturel. Mais ce sont deux grandes puissances de rang différents, puisque les États-Unis sont une puissance mondiale, tandis que le Brésil est une puissance régionale émergente. On peut néanmoins se demander si le caractère de puissance émergente du Brésil va rester ou si les difficultés politiques brésiliennes actuelles ne vont pas entraîner un déclin de cette puissance brésilienne.